Au cœur du cercle d'Isengard, une ombre s'élève vers le ciel. Orthanc, noir, lisse, indestructible. Une flèche de pierre que ni le temps ni les flammes n'ont pu entamer. Nul burin, nul marteau n'a jamais pu en briser la surface. Car Orthanc n'est pas une simple tour, c'est l'héritage oublié des Numénoréens, érigé dans les lointains jours de la Deuxième Âge, quand les hommes savaient encore manier des secrets aujourd'hui perdus. Mais derrière ces murailles impénétrables, que se cache-t-il vraiment? Une forteresse de savoir, un sanctuaire interdit, ou une prison façonnée pour retenir quelque chose de bien plus sombre? Orthanc n'est pas seulement une énigme d'architecture, c'est une énigme de pouvoir. Et à chaque marche que l'on monte dans ces couloirs obscurs, une question s'impose. Qui ose habiter un lieu conçu pour défier le monde entier? Alors, suivez-moi. Nous allons entr'ouvrir ces portes closes et peut-être, ensemble, percer le secret de la tour maudite d'Isengard. Et si vous ne voulez pas que l'algorithme de YouTube vous joue le rôle de Sauron en vous cachant mes prochains récits, n'oubliez pas d'invoquer le pouvoir de l'anneau. Un simple like et un abonnement suffisent pour faire briller la lumière d'Erendil sur cette chaîne. Approchez-vous d'Orthanc et vous comprendrez aussitôt pourquoi aucun envahisseur n'a jamais songé à l'escalader. Ces murs s'élancent vers le ciel comme des falaises polies par la main d'un dieu. Lisses, impénétrables, ils ne présentent ni fissures, ni prises, ni relief où l'on pourrait accrocher une corde. Le voyageur qui lève les yeux vers ces parois a la même sensation qu'un marin face à l'océan déchaîné. Une force immémoriale, inhumaine, qui réduit toute audace au silence. Cette pierre noire que les hommes de Numénor avaient su dompter n'est pas une pierre ordinaire. Elle résiste au feu, elle rejette le burin et repousse le marteau. Même les racines des arbres qui d'ordinaire se glissent dans les moindres interstices n'ont jamais trouvé prise dans sa matière. Orthanc est ainsi une tour dressée non pas contre le temps mais hors du temps, comme si elle n'appartenait pas au même monde que la roche des montagnes environnantes. Et pourtant, plus on contemple son extérieur inviolable, plus on est tenté d'imaginer ce qui se cache derrière cette armure minérale. Car Orthanc n'a pas été bâti seulement pour impressionner. Sa perfection, trop exacte, trop calculée, interroge. Les 4 pointes qui s'élancent à son sommet, acérées comme des griffes, semblent désigner le ciel autant qu'elles l'accusent. Est-ce le geste d'une forteresse tournée vers la défense ou le signe d'une prison verrouillée de l'intérieur pour retenir ce qu'aucun être ne devait libérer? Certains chroniqueurs ont suggéré qu'Orthanc fut érigée comme bastion stratégique, gardienne de la vallée de l'Isen. D'autres, plus audacieux, ont vu dans sa construction l'empreinte d'un projet plus secret, celui de conserver, loin des regards des hommes ordinaires, les savoirs redoutés que les Dúnedain rapportèrent de Numénor avant la submersion de leur île. Car les rois de Numénor, dans leur gloire comme dans leur orgueil, avaient accumulé des trésors d'érudition interdite, des instruments d'artifice et peut-être même des reliques venues de Valinor. Où auraient-ils pu les cacher, sinon dans un coffre impénétrable tel qu'Orthanc? Imaginez alors les entrailles de cette tour, des salles vides plongées dans l'ombre, des escaliers tournant sur eux-mêmes comme des spirales sans fin, des chambres aux portes scellées que nul n'a ouvertes depuis des millénaires. Le silence y règne, mais un silence qui n'apaise pas. Plutôt un silence de veille, comme celui d'une forteresse qui guette son visiteur. Car si Orthanc a traversé les âges sans se fissurer, c'est peut-être que sa pierre n'est pas inerte. Peut-être qu'elle se souvient, peut-être même qu'elle attend. Et alors la question se pose brûlante. Fut-elle conçue comme un bouclier pour protéger les royaumes libres contre les ténèbres d'Amotchaanabs à venir, comme une geôle destinée à enfermer un secret que nul ne devait contempler, ou comme un réceptacle, un coffre scellé dans lequel les Dúnedain ont versé les derniers vestiges de leur grandeur et de leur chute? Devant Orthanc, l'esprit hésite. Ces murs indestructibles défient toute logique, mais ce n'est pas leur invulnérabilité qui inquiète le plus. C'est ce qui demeure derrière eux.
car le mystère n'est pas seulement dans la pierre, il est dans l'intention de ceux qui l'ont façonnée. Et cette intention, à ce jour, reste une énigme que même le plus sage des Istari n'a jamais totalement percée. Quand s'ouvre l'ère du Seigneur des Anneaux, Orthanc n'est plus une relique silencieuse. Elle est devenue le domaine de Saruman le Blanc, le plus sage des Istari, envoyé jadis par les Valar. Mais en franchissant les portes de la tour, on comprend vite qu'il n'y règne plus la clarté de son nom. Car Saruman, sous ses airs de maître du savoir, a lentement transformé Orthanc en une forteresse d'orgueil et de corruption. Dès les premiers étages s'étend une vaste bibliothèque dont les murs disparaissent derrière des rayonnages vertigineux. Des manuscrits anciens, des cartes oubliées, des fragments de légendes venus d'Ouesternesse y sont entassés. C'est là que Saruman a fouillé sans relâche, cherchant dans le moindre texte des traces du pouvoir de Sauron et du secret des anneaux. Le visiteur qui s'y attarderait entendrait presque un murmure de pages, une plainte de parchemin maltraité par des mains trop avides. Plus haut, la tour se mue en un labyrinthe d'ateliers. Des salles où l'odeur âcre du métal chauffé se mêle aux vapeurs d'herbe et de substances inconnues. Ici, Saruman a conjugué la science des hommes à ses propres sortilèges. Alambics, fourneaux, instruments de verre et de cuivre trahissent ses expériences. Certaines cherchaient à imiter les arts de Morgoth, d'autres à créer des alliages ou des armes qu'aucun forgeron des terres du milieu n'aurait osé imaginer. Car dans Orthanc, la magie et la mécanique ne sont plus séparées, elles se mélangent en une même pulsion de domination. Dans les niveaux inférieurs, enfin, on trouve des salles d'assemblage où résonne l'écho d'un marteau invisible. C'est là que naquirent les engins de guerre qui son garde lança contre le Rohan, machines de siège, projectiles, armes innombrables. Sous les voûtes sombres, les couloirs résonnaient du vacarme de chaînes et de roues. On aurait dit que la tour, jadis silencieuse, s'était changée en un cœur battant au rythme de la guerre. Mais tout cela n'était encore qu'un prélude, car le véritable centre d'Orthanc, son sanctuaire secret, se trouvait au sommet, la salle du trône de Saruman. Là, entouré de colonnes sombres qui reflétaient de la lueur des torches, il siégeait comme un roi autoproclamé, drapé de blanc mais déjà terni de gris. Devant lui, sur un piédestal de pierre noire, reposait son trésor le plus redoutable, le palantir d'Orthanc. Cette sphère de cristal, taillée par les anciens maîtres de Númenor, n'était pas un simple joyau. Elle offrait des visions de lieux lointains, elle perçait les voiles de l'espace et parfois du temps. Dans les mains d'un sage, elle aurait pu servir de guide. Mais dans celle de Saruman, elle devint une tentation irrésistible, car à travers elle, Sauron tissa sa toile, insinua ses ombres et s'infiltra jusque dans le cœur de l'Istar. La salle du Palantir, loin d'être un phare de savoir, devint alors une chambre d'illusion où le regard de l'ennemi se posait sans relâche. Ainsi, Orthanc fut perverti. Ses bibliothèques, au lieu de préserver le souvenir des anciens jours, devinrent des armes d'interprétation mensongère. Ses laboratoires, au lieu d'explorer les merveilles de la nature, enfantèrent des abominations d'acier et de fumée. Ses ateliers, au lieu de bâtir, ne firent que détruire. Et son trône, dressé au sommet, ne fut plus le siège d'un sage, mais l'estrade d'un despote, obsédé par son propre reflet. Orthanc, jadis demeure mystérieuse des Núménoréens, était devenu le miroir de Saruman, une tour autrefois neutre, changée en forteresse de vanité. Ses murs indestructibles enfermaient désormais non pas des secrets oubliés, mais la lente déchéance d'un esprit qui avait voulu rivaliser avec le Créateur, et c'est là, dans la pénombre de sa salle la plus haute, que le destin du magicien bascula à jamais. Au cœur d'Orthanc, au sommet de la tour où l'air se fait plus rare et le silence plus lourd, reposait la véritable clé de la destinée de Saruman, le Palantir. À première vue, ce n'était qu'une sphère de cristal sombre, lisse et parfaite, enchâssée dans son socle de pierre. Mais celui qui s'en approchait sentait aussitôt une tension dans l'air, comme si la chambre elle-même retenait son souffle.
car ce joyau n'était pas inanimé. Il portait en lui l'éclat et le poids d'un savoir ancien forgé dans les jours glorieux de Númenor. Les Palantiri avaient été conçus comme des instruments de communication et de clairvoyance. Ils pouvaient unir des royaumes éloignés, permettre aux rois de veiller sur leurs terres et de se conseiller par-delà les montagnes et les mers. Mais avec le temps, ce don de vision devint aussi une malédiction, car voir, ce n'est pas toujours comprendre, et les pierres montraient ce qu'elles voulaient bien montrer, ou ce qu'un esprit plus puissant imposait à celui qui les contemplait. Saruman, dans son orgueil, croyait pouvoir dominer ce cristal. Lui, le chef du Conseil blanc, se pensait plus fort que les ombres, mais chaque nuit passée à scruter la pierre le rapprochait un peu plus du gouffre. Le Palantir lui offrait des visions de puissance, des armées innombrables, des forteresses brûlées, des victoires éclatantes. Et derrière ces images, toujours plus pressant, se dessinait un regard. Invisible mais implacable, l'œil de Sauron. Dans cette salle haute d'Orthanc, toute lumière paraissait faiblir. Le visiteur qui aurait osé franchir le seuil aurait senti un frisson glacer sa nuque. Car même sans toucher la pierre, on percevait une présence. Comme si les murs eux-mêmes étaient observés, comme si le moindre souffle, la moindre pensée était scrutée par une volonté étrangère. L'œil n'était pas là, et pourtant il emplissait l'espace. Une vigilance sans repos, pesant sur chaque pierre noire de la tour. C'est ainsi que Saruman fut pris au piège, non par les chaînes visibles, mais par les chaînes de son esprit. Chaque fois qu'il consultait la pierre, il croyait apprendre, mais en vérité il cédait. Les vérités que le Palantir lui offrait étaient vraies, mais incomplètes, orientées, manipulées. Et comme tout esprit avide de certitude, Saruman confondit ce qu'il voyait avec la réalité entière. Là fut sa perte, croire qu'il dominait l'instrument alors que déjà l'instrument le façonnait à l'image de son maître. Il faut imaginer alors ce que signifiait habiter Orthanc sous ce joug invisible. La tour n'était plus une demeure, mais un miroir de cette lutte intérieure. Ses bibliothèques ne servaient plus la recherche, elles nourrissaient l'obsession. Ses ateliers n'étaient de plus des lieux de création, mais des forges de servitude. Même ces murs indestructibles semblaient résonner de ce conflit muet. La pierre noire abritait désormais non seulement la mémoire des Núménoréens, mais l'écho d'un duel entre la soif de savoir et l'appétit de pouvoir. Et c'est là le paradoxe du Palantir. Joyau magnifique, œuvre des temps héroïques, il devait unir et éclairer. Mais dans les mains de Saruman, il devint un gouffre. Il n'était plus fenêtre sur le monde, mais prison sans barreaux. Ceux qui osaient y plonger leur regard n'étaient pas seulement spectateurs, ils devenaient acteurs involontaires d'un drame plus vaste, marionnettes d'une volonté dissimulée derrière les flammes de l'œil. Ainsi, Orthanc tout entière s'était métamorphosée. Elle n'était plus seulement un bastion de pierre, elle était devenue l'écho d'un combat éternel, le combat entre la quête de connaissances noble mais fragile et la tentation du pouvoir, vorace et sans fin. Dans ces couloirs obscurs, on ne percevait plus seulement les traces des pas de Saruman, mais le murmure d'une chute, le grondement d'un esprit qui croyait voir clair et qui se noyait dans l'illusion. Car au fond, ce n'est pas le Palantir qui corrompt, c'est le cœur qui s'y reflète, et dans celui de Saruman, la fissure était déjà là, invisible mais prête à s'ouvrir. Le cristal n'a fait qu'élargir la brèche jusqu'à engloutir l'homme qui avait voulu se croire maître de ce qu'aucun mortel, aucun Istar ne pouvait vraiment dominer. Après la chute de Saruman, les Ents encerclèrent Orthanc, mais même leur colère millénaire ne put briser ses murs. La tour demeure à droite, invulnérable, comme si elle se riait des batailles et des siècles. Quand les hommes pénétrèrent enfin à l'intérieur, ils y trouvèrent des manuscrits, des armes, des instruments étranges, vestiges d'un savoir ancien et d'une ambition dévoyée. Orthanc apparaissait à la fois comme un coffre de trésors et un tombeau de vanité. Son héritage est clair, la tour n'est ni bonne ni mauvaise, elle est un miroir qui reflète le cœur de celui qui la possède.
Aux mains d'un sage, elle pourrait redevenir un phare de mémoire. Aux mains d'un tyran, elle redevient un outil de servitude. Et aujourd'hui encore, Hortenque demeure. Vide, mais pas muette, elle attend. Car la pierre est indestructible, mais l'esprit qui l'habite, lui, peut vaciller. Alors, si vous voulez que cette flamme de récit ne s'éteigne pas comme l'écho dans les couloirs d'Hortenque, laissez un like et abonnez-vous. Ainsi, même Sauron ne pourra pas vous cacher mes prochains secrets de la Terre du Milieu.